que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette conférence qui sera, j'imagine, dépaysante, extraordinaire, galactique et qui est organisée en partenariat avec le comité d'entreprise de la RATP, avec le soutien de l'Institut français et de la Fondation des Alliances françaises. Donc, je suis Flore Bénard, je suis responsable culturelle à l'Alliance française de Paris. Et je vous invite à aller voir sur notre site, donc alliancefr.org, la programmation, et ce qui vous permettra aussi de vous abonner à nos différentes rencontres. Vous pourrez aussi y découvrir nos cours de langue en ligne et nos modules de formation professionnelle pour les enseignants en ligne également. Alors, avant de laisser la parole à Patricia Guérin, qui est à côté de nous, qui présentera notre invitée, Françoise Combe. D'ailleurs, Patricia est responsable du centre Auguste d'Aubel à Paris, du centre culturel. Avant de lui céder la parole, juste un petit rappel technique pour notre traditionnel rappel sur la plateforme Livestorm. Donc, en haut à droite, vous avez une petite cloche. Désactivez-la en cliquant dessus, ça vous permettra de ne pas être dérangé par les notifications qui sonnent tout au long de notre rencontre. Si vous déployez l'onglet, le volet qui se trouve à votre droite, vous avez un chat où déjà vous êtes très nombreux à nous dire bonjour. Ensuite, vous avez un onglet qui est un onglet questions sur lequel je vous invite à poser vos questions. Et Patricia les relaiera auprès de Françoise Combe à la fin de la rencontre, donc d'ici une petite heure. Voilà, je passe la parole à Patricia pour présenter notre prestigieuse invitée. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, aux agents RATP, aux étudiants des Alliances françaises et aux amoureux des étoiles et des galaxies. Bienvenue donc pour cette conférence présentée ce soir donc par Françoise Combe, professeure au Collège de France, sur la chaire Galaxie et Cosmologie et astrophysicienne à l'Observatoire de Paris et membre de l'Académie des sciences. Alors, avant de commencer ce soir, voici quelques informations sur notre invitée. Donc, Madame Combe, vous avez commencé votre carrière en 1975 comme enseignante-chercheur et maîtresse de conférences à l'École normale supérieure. En 1985, vous devenez sous-directrice du laboratoire de physique à l'ENS. Puis en 1989, vous obtenez un poste d'astronome à l'Observatoire de Paris jusqu'en 2014. Vos recherches vous amènent à vous déplacer dans divers observatoires à travers le monde, alors aux États-Unis, en Espagne, au Japon et en France, bien sûr. En parallèle de vos recherches, vous êtes aussi membre de plusieurs conseils d'institutions et de programmes scientifiques. Vous êtes aussi éditrice de la revue scientifique européenne Astronomie Astrophysics. Et puis, vous avez écrit aussi de nombreux ouvrages, donc sur le Big Bang ou encore la matière noire. Depuis le 30 novembre 2004, vous êtes la première femme astronome à être élue à l'Académie des sciences. En 2014, vous êtes nommée professeure titulaire de la nouvelle chaire Galaxie et Cosmologie au Collège de France. C'est la première fois qu'une femme décroche une chaire d'astrophysique dans cette institution. Et enfin, donc tout récemment, vous avez reçu la médaille d'or du CNRS donc en 2020 et le 11 février dernier, le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir et très chanceux de pouvoir vous écouter sur cette passionnante conférence donc, qui portera sur les galaxies. Alors, une petite aparté avant de commencer. Des ouvrages sont accessibles à la fois sur la plateforme CultureTech et aussi dans la bibliothèque numérique du CE de la RATP, donc pour les agents RATP, vous y trouverez de nombreux ouvrages, et il y en a un en particulier, donc le vôtre, qui est La matière noire, clé de l'univers, publié en 2016 chez Vuibert. Voilà, alors, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le temps de l'événement. Donc, une séance questions-réponses sera organisée juste après la conférence. Vous pourrez donc poser vos questions à Madame Combe. Mais sans plus attendre, nous vous écoutons maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran.
J'espère que vous le voyez. Est-ce que vous voyez l'écran? Donc, je vais penser que vous le voyez. Hein. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la vie des galaxies. Donc, ce que vous pouvez voir déjà dans cette petite animation est une simulation numérique de galaxies qui se forment à partir d'une partie d'univers, un petit cube d'univers qui est complètement uniforme. Et tout d'un coup, vous voyez qu'il y a des fluctuations de densité qui forment des filaments cosmiques. Et sur les filaments cosmiques se forment les galaxies. Donc, on va en parler un petit peu, comment elles naissent, comment elles vivent. Alors déjà, de quoi sont faites les galaxies? Les galaxies, c'est un ensemble d'étoiles, de gaz, de poussière. Donc, elles sont essentiellement faites de gaz d'hydrogène, l'hydrogène atomique et ensuite l'hydrogène moléculaire dans lequel va se former les étoiles, avec un peu d'hélium. L'hélium se forme au tout début de l'univers, juste après le Big Bang, dans les premières minutes. L'univers est très très chaud, il y a des milliards de degrés, surtout du rayonnement, et ensuite va se former la matière. Et dans ces premières minutes, il va y avoir tellement de réactions nucléaires qu'on va fusionner les atomes d'hydrogène, les noyaux d'hydrogène pour former des noyaux d'hélium. Il va y avoir 25% en masse d'hélium dans l'univers. On le retrouve l'hélium dans toutes les étoiles aujourd'hui, comme le Soleil. Alors, des étoiles dans une galaxie comme celle-ci, il y en a à peu près 200 milliards. On ne les compte pas une par une, bien entendu, mais on compte la masse totale et on sait qu'il y a à peu près 200 milliards de soleils, en quelque sorte, en masse comme le Soleil qui est pris en unité de masse pour compter les étoiles. Donc, on a aussi non seulement des étoiles que vous voyez briller ici, avec différentes couleurs, des couleurs jaunes pour les étoiles un peu plus vieilles, des couleurs bleues pour les étoiles plus jeunes, et puis on a beaucoup de poussière. Alors, comme vous voyez, la poussière dans une galaxie absorbe la lumière des étoiles. Ce n'est pas une absence d'étoiles que vous voyez là, mais c'est plutôt la poussière qui absorbe la lumière derrière. Alors, pourquoi la poussière absorbe? La poussière, c'est des petits grains de carbonate, de silicate, et ces petits grains ont une taille de 0,5 micron. Et la lumière visible a pour longueur d'onde 0,5 micron. Donc, c'est pourquoi elle résonne beaucoup, elle absorbe beaucoup cette longueur d'onde-là. Pour voir à l'intérieur d'une galaxie, il faut aller dans l'autre longueur d'onde, par exemple 2 microns, en infrarouge proche, où il y a très peu de poussière à 2 microns de taille, et donc le rayonnement passe. Et puis il y a aussi d'autres, alors il y a aussi la matière noire, donc on va parler. Cette matière, elle n'est pas connue, elle est faite de particules exotiques qu'on ne connaît pas du tout, on ne sait même pas de quelles particules elle est faite, mais on a besoin de cette matière pour retenir les étoiles qui tournent autour de la galaxie. La force centrifuge serait beaucoup trop grande, il nous faut de la masse, donc il y a un manque de la masse manquante, qu'on appelle matière noire, qu'on ne la voit pas, et cette matière retient les étoiles qui tournent autour de la galaxie. Il y a aussi la trace d'autres éléments qui se forment dans les étoiles, comme le carbone, l'azote, l'oxygène, dont nous sommes faits, et ces éléments sont formés dans les étoiles, dans la réaction nucléaire des étoiles, et ils sont à la fin de la vie d'une étoile, l'étoile rejette tous les éléments qu'elle a formés, et on a trouvé des molécules organiques dans le milieu interstellaire qui vont se retrouver ensuite dans les nébuleuses protoplanétaires qui vont former les planètes, et c'est pourquoi la Terre et toutes les planètes contiennent de ces éléments-là, et nous-mêmes aussi. Donc les galaxies, elles sont de plusieurs formes. Comme vous le voyez sur cette diapo ici, vous avez des galaxies qui sont des galaxies spirales. Alors ces galaxies spirales, ce sont des disques, et lorsque vous les voyez par la tranche est très fine. Le rapport d'axe entre l'épaisseur et la longueur, c'est plus qu'un facteur 10. Donc c'est des disques très fins qui tournent. Et puis, il y a aussi des galaxies elliptiques de l'autre côté. Alors cette forme est appelée le diapason de Hubble, qui est Edwin Hubble, l'astronome qui est le premier à classifier les galaxies de cette façon. Vous voyez schématiquement ici, et puis certaines galaxies qui correspondent à ces formes-là. Vous voyez qu'il y a deux branches, il y en a une où il y a des spirales seulement, et l'autre où il y a des barres. Donc nous parlerons des barres, parce que la barre est un moteur d'évolution de la galaxie très important, et dans les galaxies spirales, les 2 tiers sont barrés, donc la majorité des galaxies a une barre,
c'est une exception de ne pas en avoir. On voit aussi que dans la séquence ici, on a un tout petit bulbe et puis ensuite un bulbe de plus en plus gros. Et finalement, dans ces elliptiques, il y a uniquement un bulbe, pratiquement, avec un disque très petit. Notre galaxie est une galaxie spirale. Ce qu'on voit dans le ciel est une traînée blanchâtre qu'on appelle justement Voie lactée. Donc, c'est notre galaxie. Et en général, on voit beaucoup de poussière et on n'arrive pas à voir le centre de la galaxie. Mais on va voir qu'il faut aller en infrarouge pour le voir. Ici, on a une vue d'artiste, vue de dessus, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut, cet artiste s'est inspiré de tout ce qu'on connaît de la galaxie. On connaît la galaxie parce on fait le spectre des étoiles, on a les vitesses des étoiles et on sait à peu près à quelle distance sont ces étoiles. Et on voit que au centre, nous avons un trou noir, dont on va parler aussi. C'est un élément moteur aussi qui va aider à faire vivre la galaxie et modérer l'évolution de la galaxie. On a une barre dans notre propre galaxie, on a des bras spiraux. Le Soleil est le point jaune ici, on est à peu près à la moitié du disque. Et pour donner une taille de ce disque, c'est 100 000 années-lumière. Pour vous donner une idée de la taille, la distance Terre-Soleil, qui est déjà à 150 millions de kilomètres, c'est 8 minutes-lumière. Et là, on a 100 000 années-lumière. Donc, on voit que c'est une énorme taille. Alors, comment voit-on notre galaxie? Je vous ai dit qu'en optique, on ne voit presque rien. On voit juste le bras spiral tout proche du Soleil. L'essentiel est éteint par la poussière, comme on voit sur cette image. Mais si on ne regarde pas en optique, mais en infrarouge à 2 microns de longueur d'onde, on voit que la lumière traverse la poussière. Il y en a encore un petit peu, mais pas beaucoup. Et on arrive à voir le plan très mince avec un petit bulbe qui est notre Voie lactée vue par la tranche. Alors, comment se forme la barre? Eh bien, voici une simulation numérique qui vous montre comment se forment ces barres. Ici, ce sont les étoiles qui ont été séparées du gaz pour mieux comprendre, mais dans la simulation, les deux sont ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait? On démarre avec un disque assez mince et complètement homogène. Et puis, on voit que peu à peu, à des temps qui s'échelonnent avec certains millions d'années, on voit qu'il y a d'abord une spirale, puis une barre qui se forme dans les étoiles. Et dans le gaz, on a une certaine résonance, on a un anneau qui se forme ici. On voit que peu à peu, en fonction du temps, donc le temps total ici, c'est 1,2 milliard d'années à la fin. On voit qu'en 1,2 milliard d'années, on a une barre stellaire et puis dans le gaz, on a une spirale avec un anneau, puisqu'on a une résonance entre les mouvements des étoiles et du gaz qui forment un anneau. On va voir ceci en animation. Vous voyez qu'on démarre d'un disque complètement homogène et c'est l'autogravité seulement qui fait former des structures, qui fait effondrer les étoiles, mais aussi former des structures globalement dans la galaxie, une spirale d'abord, et puis peu à peu, les étoiles perdent du moment cinétique de rotation et on va former une barre stellaire dans les étoiles. Et dans le gaz, on a un petit anneau et une spirale. Alors, on peut regarder jusqu'à 1,2 milliard d'années. On peut ensuite, le film, l'animation va peut-être boucler, mais va nous montrer qu'on est vraiment démarré d'une distribution complètement homogène. Vous voyez qu'elle est complètement homogène. Et c'est uniquement l'autogravité qui va former les spirales et les barres. Alors ça, c'est pour la formation d'une galaxie. Et on a vu au début qu'il y avait un petit film qui vous montrait que les galaxies se formaient dans les filaments cosmiques. Alors, ici, on a une photo réelle de ce qu'on peut voir autour de la Voie lactée. Ici, on voit la Voie lactée en infrarouge. On a vu qu'on pouvait la voir avec le centre de la galaxie ici, avec le bulbe. Là, on est en coordonnées de la galaxie, où la galaxie est à l'équateur. On a les latitudes galactiques et les longitudes galactiques. Et puis, chaque point est une galaxie. La couleur est la vitesse de la galaxie par rapport à nous. Et on sait depuis à peu près un siècle, en 1920, c'est en 1920 seulement, qu'on a compris qu'il y avait des galaxies extérieures à la nôtre. Jusque-là, on n'avait pas vraiment les distances des objets dans le ciel. On pensait que les galaxies, on les avait déjà vues, mais par exemple, la galaxie d'Andromède, qui est notre spirale la plus proche, la nébuleuse d'Andromède, on l'appelait nébuleuse parce qu'on croyait que c'était un nuage de gaz qui était dans notre propre galaxie. On pensait que tout l'univers, c'était notre propre galaxie. En fait, on s'est aperçu ensuite que l'univers était en expansion
et que cette loi de l'expansion, la loi de Hubble-Lemaître, qui permet en faisant le spectre d'une galaxie, on a la vitesse par effet Doppler de cette galaxie par rapport à nous, c'est des milliers de kilomètres par seconde, et on connaît la loi qui est que plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne de nous. Donc, elle est proportionnelle à sa distance, la vitesse, donc ça nous permet d'avoir la distance. Donc, vous voyez qu'en fonction de la couleur, en fonction de la distance, on a ici un amas de galaxies dans l'amas de la Vierge, par exemple. On a ici l'amas de Coma, on a des amas ici de Poisson, on a la galaxie d'Andromède qui est un point. Et tout ça nous montre qu'il y a des filaments cosmiques, un peu comme dans la simulation numérique que je vous ai montré. Et on a pu ainsi faire des coupes de l'univers pour voir où étaient toutes les galaxies. Ici, on a l'ascension droite, c'est-à-dire la position dans le ciel, et puis la profondeur qui est donnée. Alors nous sommes au point ici central, et les distances des galaxies nous sont données par les vitesses que l'on mesure dans le spectre. Et on voit qu'on a en effet, les galaxies sont distribuées selon des filaments. Alors autrefois, il était très difficile d'avoir un spectre de chaque galaxie. Il faut disperser selon un prisme, un spectrographe, la lumière de chaque galaxie. Ça prenait 2 heures par galaxie. Il fallait le faire avec une fente, et dans chaque nuit, on pouvait faire 3 galaxies. Aujourd'hui, on a des spectrographes à lentilles et à fibre optique qui fait qu'on peut, dans une seule image, avoir 400 ou 1000 galaxies à la fois. Et donc, on a des millions de galaxies qui ont été mesurées, dont le spectre a été mesuré, et on a la distance. Donc, voici par exemple une petite idée de tranche de l'univers où on a des filaments. Alors, on a plus de galaxies, plus c'est orange, et on a des filaments cosmiques, comme ça, on sait où sont les galaxies. Il n'y a pas de galaxies dans les vides, mais il y a beaucoup de galaxies sur les filaments. Alors ici, je vous ai parlé d'effet Doppler pour dire que l'expansion de l'univers nous montrait que les galaxies semblaient s'éloigner de nous en fonction de leur distance. En fait, non, les galaxies sont fixes. Ici, cette petite animation vous montre l'univers qui est la surface de la sphère, qui est représentée ici. Et ce que l'on voit, c'est la dilatation de l'espace. L'expansion de l'univers, c'est la dilatation de l'espace. Donc l'espace se dilate et la lumière, qui est représentée par une onde, ici c'est une onde d'un photon, d'un grain de lumière, et vous voyez que la longueur d'onde suit l'expansion de l'univers. Donc au départ, la longueur d'onde, elle est bleue, la lumière est bleue, et puis la lumière a une longueur d'onde qui croît, donc elle devient plus rouge, et c'est ça ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, et le mouvement apparent des galaxies. En fait, les galaxies ne bougent pas, c'est l'espace qui se dilate. Alors, quand on a compris ça, on voit bien qu'on va pouvoir regarder les galaxies très très loin en fonction de leur distance. Leur lumière sera décalée vers le rouge. Et aujourd'hui, grâce au télescope spatial Hubble, qui nous permet d'aller dans l'espace, donc d'avoir une image qui est indépendante de la turbulence de l'atmosphère, on arrive à voir des galaxies très très loin. Et on arrive à remonter un petit peu le temps. Alors, je vous ai mis une petite diagramme ici, qui est un arbre. Pour former les galaxies, le temps s'écoule de façon verticale, du haut vers le bas. Et on a par exemple une galaxie, la nôtre, par exemple, la Voie lactée, qui se forme par fusion de petites galaxies. Au départ, elles ne se forment que des toutes petites galaxies, près du Big Bang. S'effondrent des nuages de gaz avec des galaxies qui font 1 million de masses solaires. Et puis, peu à peu, elles forment des milliards de masses solaires et par fusion de galaxies, elles vont former des plus grosses galaxies et puis des plus grosses comme la Voie lactée. Donc, les galaxies se forment par fusion, par interaction entre elles et par fusion. Ce qui se montre bien dans les simulations numériques de filaments cosmiques. Je vous en ai montré un petit peu au début. Voici une avec du gaz. On voit qu'il s'effondre des petits grumeaux de gaz, et ça va donner lieu à une galaxie qui va former des étoiles. Et on a des filaments. Alors, les filaments sont formés surtout de matière noire, mais aussi de matière ordinaire, d'hydrogène, qui va former des étoiles, des galaxies. Et au centre des filaments va se former des amas de galaxies. On a énormément de galaxies dans les croisements de filaments. Alors, cette structure en filament, elle est possible de la voir maintenant, et de remonter le temps. Alors pourquoi lorsqu'on observe très loin, on remonte le temps? Et c'est simplement dû au fait que la vitesse de la lumière n'est pas infinie, elle est de 300 000 km par seconde,
Et donc, le signal qui nous vient de ces galaxies lointaines met beaucoup de temps à nous parvenir. Et donc, lorsque une galaxie est à 13 milliards d'années-lumière de nous, il faut attendre 13 milliards d'années pour que sa lumière nous parvienne. Donc, on voit la galaxie telle qu'elle était à cette époque-là. Donc, elle était très, très jeune. On voit toutes les galaxies très jeunes. Et c'est ça qu'on peut faire grâce au télescope spatial Hubble. Il est dans l'espace, donc il n'est pas très grand, il n'est que de 2 mètres de diamètre. Il y a des télescopes au sol bien plus grands, mais les télescopes au sol sont empêchés de voir des petits détails à cause de la turbulence de l'atmosphère qui fait des scintillations et des grandes taches lorsque vous intégrez toute cette lumière sur une plaque photo. Alors ici, ce que vous voyez, ce sont les champs profonds du télescope de Hubble, où tous les points ici sont des galaxies. Alors en général, quand vous regardez le ciel, on voit surtout des étoiles, c'est des étoiles de notre Voie lactée, et puis de temps en temps, il y a une galaxie. Ben là, c'est le contraire, on a pris une toute petite région du ciel entre les étoiles de la Voie lactée, et ce qu'on voit, c'est par minute carrée, on a 3000 galaxies par minute carrée ici, et tout petit, il n'y a aucune étoile, tous les points sont des galaxies, et on peut voir évidemment les plus lointains, qui sont les plus petits, et ce sont des galaxies qui sont au début de l'univers. On peut remonter aujourd'hui jusqu'à 5% de l'âge de l'univers, près du Big Bang. Alors voici encore une simulation qui vous montre les deux mouvements antagonistes qui sont l'expansion de l'univers. Là, on a simulé une petite sphère de l'univers. On voit qu'il y a une expansion de l'espace. Et puis aussi, d'un autre côté, la gravité fait s'effondrer les filaments. Donc vous voyez des filaments cosmiques qui s'effondrent, qui se forment de plus en plus compacts, et les vides se forment de plus en plus diffus, et on forme les galaxies ainsi, on forme même des amas de galaxies qui se rapprochent, et évidemment, ils sont ralentis par l'expansion. Mais il faut bien avoir conscience de ces expansions et puis contractions pour former des galaxies dans ces simulations numériques. C'est grâce aux simulations numériques qu'on a pu comprendre comment se former ces galaxies, car en fait, il est très difficile de les former justement à cause de l'expansion qui empêche l'effondrement des structures, mais ce qui nous aide beaucoup à former ces structures, c'est la matière noire. Alors pourquoi la matière noire est nécessaire pour les former? C'est qu'au début, l'univers est plein de rayonnement, de radiation, et que ces radiations, dans la matière ordinaire qui est ionisée, c'est des protons et des électrons, il y a énormément de couplage entre matière et rayonnement, et ceci empêche l'effondrement de la matière. Donc, il faut attendre très longtemps pour avoir le découplage, et à ce moment-là, la matière serait en expansion, on ne pourrait plus l'effondrer. Par contre, la matière noire, elle n'interagit pas du tout avec le rayonnement. Donc, elle s'effondre bien avant, lorsque le rayonnement est toujours en train de danser avec la matière matière noire s'effondre, et on a ici une simulation de matière noire qui forme déjà des filaments à partir des petites fluctuations initiales, qui forment des galaxies noires, de matière noire, et ensuite, lorsque l'univers s'est expansé et s'est refroidi, donc la matière va se découpler de rayonnement, il va pouvoir tomber dans ces structures de matière noire et former des galaxies, des étoiles. Comme on le voit ici, on a beaucoup de filaments, et chaque petit point blanc, c'est une galaxie qui va se former dans ces filaments. Alors cette simulation numérique, on le fait, c'est très difficile, même on a beau avoir des milliards de points qui sont simulés dans les ordinateurs aujourd'hui, il y a énormément d'échelles, l'univers est très très grand, donc pour pouvoir avoir une galaxie, il va falloir faire des zooms. Alors, je vous montre un exemple de ce qu'il est possible de faire. Ici, vous avez une simulation à grande échelle, où vous voyez des filaments se former, et on fait un petit zoom dans ce carré-là. Ce carré-là, c'est celui-ci. On prend la simulation aux frontières, ici, pour regarder les conditions aux limites, et on refait un zoom, et ainsi de suite, pour avoir de plus en plus des échelles de plus en plus petites. Ici, c'est la matière noire, ici, c'est le gaz très chaud. Ici, c'est le gaz froid, dans lequel vont se former les étoiles, que l'on voit en dernier lieu. Donc, on peut finalement former des galaxies et des étoiles, alors qu'on est parti de l'univers tout entier, avec pas assez de résolution spatiale pour voir la formation des étoiles. Donc, dans ce genre de simulation, vous voyez, on a un filament cosmique qui se forme, et la galaxie est toute petite ici, et ce n'est qu'en zoomant dessus qu'on va voir cette galaxie qui se forme. Là, en bleu, on voit le gaz froid qui va former des étoiles. Le jaune, c'est les étoiles. On voit, en tournant autour de la galaxie, que la galaxie est très, très plate. C'est ce qu'on disait au début, les galaxies spirales sont des disques très minces.
on a du gaz chaud qui reste un petit peu au centre. Et on voit que ces galaxies sont nées dans les filaments cosmiques de façon très plate parce que le gaz va s'aplatir. Alors, elles se forment aussi par fusion. Alors, voici un petit exemple d'une simulation cosmologique. On a plusieurs galaxies qui se forment. Ici, on a une galaxie spirale et vous voyez qu'il y a une deuxième galaxie qui a été piégée par la première, qui va être fusionnée par la galaxie du centre. Et on voit qu'on est en train de mélanger, de fusionner plusieurs galaxies avec beaucoup de gaz. Alors, le bleu, c'est le gaz qu'il y a dans les filaments cosmiques, qui est toujours en train d'alimenter les galaxies. Et puis, des petits satellites, des gros satellites, qui vont fusionner, et avec un arbre cosmique, fusionner et former une grosse galaxie, les grosses galaxies qu'on voit aujourd'hui, qui sont dues à toutes ces fusions entre galaxies. Alors, vous voyez qu'on a des perturbations qui se passent lorsqu'on a la fusion entre deux galaxies. On a des filaments d'étoiles qui sont jaunes, là, on a des filaments jaunes, on a des queues de marée, que l'on voit ici, et ces queues de marée vont nous donner des perturbations. On va reconnaître que les galaxies sont en interaction parce qu'on a des queues de marée d'étoiles. On va voir ce genre de queues de marée ici. Voici un exemple de galaxie en interaction que l'on a en effet vu depuis longtemps. On a vu ce genre de galaxie en interaction. Ici, vous voyez une galaxie, c'est en optique. Donc, on avait des atlas de galaxies qui avaient ces extensions comme ceci. Les astronomes ont mis du temps à reconnaître qu'il s'agissait d'une interaction de galaxies et que les forces qui extrayaient des étoiles d'une galaxie étaient seulement les forces de gravité. Au début, on pensait qu'il y avait peut-être des champs magnétiques intergalactiques qui canalisaient un petit peu cette masse. En fait, pas du tout. Les champs magnétiques sont négligeables. C'est surtout uniquement la gravité qui va, par effet de marée, attirer les extensions. Ici, il y a des queues de marée ou des ponts entre les galaxies. Donc ici, en voici une. Il y en a d'autres. Ici, ces deux galaxies sont en interaction. Et ce que vous voyez, c'est des queues de marée ici et des ponts d'étoiles entre les galaxies, puisque ici, c'est une galaxie, une image optique. On peut aussi regarder dans notre longueur d'onde, par exemple, le gaz, l'hydrogène. On sait que le gaz est tout autour comme un réservoir pour former les étoiles. Donc, le gaz, il a un rayon plus grand que le rayon optique de la galaxie. Et ce qu'on voit ici, ce sont des contours que l'on a fait autour de l'image optique. Et ces contours, c'est l'hydrogène atomique qu'on a observé en radioastronomie avec une longueur d'onde de 21 cm. C'est l'état fondamental de l'atome d'hydrogène qui a une raie hyper fine à 21 cm. Et cela nous permet de détecter tout le gaz qu'il y a autour des galaxies qui ne se verrait pas dans la longueur d'onde optique. Donc, il faut des radioastronomes, des radiotélescopes qui permettent de voir quelles sont toutes les extensions de gaz ici dans le pont et dans les queues de marée. Alors, on a aussi des petits groupes de galaxies, par exemple, ces groupes de 5 galaxies, qui s'appelle le quintet de Stéphane. On voit une image par un télescope vu du sol. On voit aussi ce que a cartographié le Hubble Space Telescope, le télescope spatial, et on voit la finesse des images. On voit ces galaxies, ces deux galaxies en interaction proche avec les deux autres compagnons. Et on voit aussi beaucoup de gaz. Elles échangent beaucoup de gaz. Et entre autres aussi, dans d'autres rayonnements que radio et optique, on a le rayon X. Donc, tous ces bleus ici, il s'agit de rayons X, donc très très chaud, du gaz très chaud qui a été choqué lorsque les galaxies sont en interaction. Il y a des ondes de choc, il y a beaucoup de gaz choqué. Ce gaz choqué va se refroidir et former des étoiles. Donc, on va pouvoir former aussi des étoiles entre les galaxies dans le milieu intergalactique. Mais peu à peu, ces galaxies vont aussi interagir encore plus entre elles, elles vont se rapprocher et former une géante galaxie elliptique qui sera comme une sphère, un sphéroïde autour. On a des galaxies comme les antennes qui sont dans le processus de fusionner. On les appelle les antennes parce qu'on a les deux queues de marée qui sont comme les antennes d'un insecte. Quand on fait un zoom sur la partie, on voit qu'il y a énormément d'étoiles bleues, c'est-à-dire d'étoiles très jeunes qui se sont formées dans l'interaction. Parce que lorsque ces deux galaxies sont rentrées en collision, il y a beaucoup de gaz qui a été choqué et va s'effondrer pour former une nouvelle galaxie. Ils s'en forment tellement qu'on voit la formation d'amas globulaires. On se demandait souvent comment ces amas globulaires pouvaient être formés, c'est-à-dire 10 000, 100 000 étoiles formées en même temps dans un très petit volume d'1 ou 2 années-lumière.
eh bien, ce sont dans les interactions de galaxies que les amas globulaires se forment. Ici, vous voyez les premières simulations de cette interaction qui forment les antennes. Et ça, ce sont les premières simulations numériques qui ont été faites dans les années 70, qui permettaient de montrer que c'était la gravité uniquement qui était responsable. Alors aujourd'hui, on fait des simulations bien plus précises, avec beaucoup plus de particules. Alors, ce que vous voyez, c'est une animation ici. En rouge, nous avons la matière noire, et en bleu, la matière ordinaire. On voit que ces deux galaxies, elles fusionnent très vite après le premier tour. Et pourquoi elles fusionnent très vite? C'est grâce à la matière noire. La matière noire est là pour absorber tout le moment cinétique de rotation d'une galaxie par rapport à l'autre. Donc, au lieu de tourner plusieurs tours l'une par rapport à l'autre, elles vont très vite perdre leur moment cinétique en faveur de la matière noire qui va l'accepter et il va être un peu plus diffus, mais ça va permettre aux galaxies de fusionner beaucoup plus vite. Donc, c'est grâce à la matière noire qu'on a beaucoup de fusion entre galaxies. Il y a d'autres systèmes qui ont été simulés, comme par exemple les souris. Les souris, parce qu'évidemment, on voit comme une queue de souris à côté, mais ces deux galaxies sont à peu près de la même masse et l'interaction est un peu plus symétrique que ce qu'on a l'impression de voir là sur cette image optique. Quand on le simule, on voit qu'il y a à nouveau en rouge la matière noire, en bleu la matière ordinaire, étoiles et gaz, et on a l'impression qu'en effet, on forme une queue de souris ici, mais ce n'est qu'un effet de projection. On dirait que la queue est très droite, en fait, elle est très allongée, et quand on regarde autour, quand on tourne autour, on voit que la collision est très symétrique, les deux galaxies se ressemblent beaucoup, les queues de marée sont en train de tourner, elles ont encore le souvenir de la rotation de toute la matière, étoiles et gaz dans les galaxies, et donc ça fait une queue de marée qui tourne, et ce n'est que par effet de projection, quand on voit par la tranche, qu'on voit une queue de souris. Alors, d'autres interactions entre galaxies sont très intéressantes. Par exemple, on a la formation d'anneaux polaires. On a ici une galaxie très particulière, une galaxie ordinaire, qui est une galaxie lenticulaire, et puis on a l'impression qu'il y a une autre galaxie perpendiculaire. Ça ne peut pas se former en une seule fois, c'est certainement dû à l'interaction de deux galaxies, une qui a avalé l'autre, ou bien qui a accrété une partie de son gaz, une enveloppe. Là, c'est exactement polaire, mais ici, on voit que ce n'est pas exactement polaire, incliné, avec beaucoup de poussière dans les deux systèmes. Alors, c'est très intéressant, cette représentation, parce que on peut ainsi, avec la vitesse des étoiles qui sont dans la direction polaire, avoir la quantité de matière noire qui se trouve dans le halo de la galaxie. Normalement, on a une vitesse dans le plan de la galaxie, on en déduit la matière manquante, mais on ne sait pas si la matière manquante, elle est aplatie dans le plan ou si elle est sphérique. Et lorsqu'on a des étoiles test, en fait, qui vont nous donner la vitesse dans cette direction-là, on va pouvoir mieux connaître la distribution de matière noire dans la galaxie. Donc, c'est pour ça que ces galaxies, qui sont relativement rares, ont été pas mal étudiées. Ici, on voit une photo d'une galaxie, d'un système qui est en train peut-être d'accréter, cette galaxie est en train d'accréter un petit peu de l'enveloppe et on voit un anneau polaire qui est en train de se former. Ici, on a l'impression que les deux vont se collisionner de plein fouet et peut-être former aussi un anneau polaire. Donc, il y a plusieurs façons de former cet anneau polaire. Nous avons ici des petites simulations numériques de deux galaxies, une qui est bleue et une qui est rouge et verte. Les rouges, c'est les étoiles, le vert, c'est le gaz. Le gaz est toujours plus grand que les étoiles. Et on voit comment, une fois traversé, on voit que le gaz va, comme il est très dissipatif, il va reformer un plan dans la direction polaire. Les étoiles rouges, elles ne sont pas collisionnelles, donc elles vont partir dans tous les sens et personne ne va les rattraper. Donc, ce qu'on voit ici, c'est se reformer un anneau polaire autour de la galaxie initiale. Et dans ce gaz, va se former d'autres étoiles. C'est pour ça qu'on voit un anneau polaire d'étoiles à la fin. On peut aussi avoir cette possibilité-là qu'une galaxie qui est formée d'étoiles et de gaz passe à travers une autre galaxie, mais elle n'est pas avalée. Donc, les étoiles vont se retrouver en dehors de l'épure ici, et uniquement le gaz va être accrété et former un anneau polaire. Donc, ça, c'est possible aussi. On a une petite animation qui vous montre ce qui s'est passé, justement, dans ce cas-là.
on voit que la galaxie arrive du nord, là-haut, et seulement son enveloppe a été capturée par la galaxie. Le cœur de la galaxie est parti vers le bas. Il est parti à jamais, mais on a récupéré quand même une enveloppe. Et cette enveloppe, comme elle est faite de gaz, le gaz étant très dissipatif, va reformer un plan et on va pouvoir reformer des étoiles et former un anneau polaire dans ce système-là. Alors, que va-t-il arriver, par exemple, pour notre Voie lactée? A-t-elle eu beaucoup de collisions? Eh bien oui, on pense qu'elle a eu dans ses premières, dans le début de sa vie, beaucoup de collisions. La dernière collision majeure a eu lieu il y a 8 milliards d'années, ce qui est assez loin. Aujourd'hui, notre Voie lactée accrète des petits compagnons. On sait qu'il y a 2 petites galaxies qui sont les grands et petits nuages de Magellan, qui sont très près de fusionner déjà. Et puis, il y a d'autres petites galaxies comme la naine du Sagittaire qui a déjà été mangée. Mais bientôt, on pense que la galaxie voisine, spirale, la grosse galaxie spirale d'Andromède, est en train de se rapprocher. Et dans 2 milliards d'années, nous aurons la fusion de la Voie lactée avec Andromède, dont la simulation a été faite ici. Vous voyez qu'il va y avoir beaucoup de perturbations, des bras de marée qui seront envoyés au-dessus des plans. Donc peut-être que le Soleil fera partie d'un bras de marée. On va pouvoir voir la galaxie vue de dessus, un petit peu une image d'une fusion semblable. Et ici, le schéma que l'on pourrait avoir, c'est le plan de la Voie lactée, par exemple, et puis la galaxie d'Andromède qui sont en train d'interagir et de fusionner. Donc ça va arriver dans 2 milliards d'années si on en croit les simulations numériques. Et puis la mesure de la vitesse de Andromède vers nous, et on a pu mesurer aussi grâce au satellite Gaïa, là, les mouvements propres des étoiles. Donc on a la vitesse à 3 dimensions et on peut reproduire la trajectoire de Andromède autour de la Voie lactée. Alors, il y a aussi d'autres interactions de galaxies, comme par exemple les collisions de plein fouet, qui peuvent former des anneaux. On a une galaxie en anneau très typique qu'on appelle roue de charrette, hein, parce qu'on a l'essieu de la roue, le pneu de la roue, et puis les anneaux, et puis les rayons. Et cette simulation numérique nous montre qu'en effet, on peut, par interaction de plein fouet, une galaxie qui tombe, ici une petite simulation, là. Vous voyez qu'il y a une galaxie qui tombe dans une galaxie spirale. Alors au départ, les étoiles sont attirées par la masse, mais ensuite la masse s'en va, donc elles repartent de l'autre côté. Elles ont juste été, disons, excitées par un mouvement d'oscillation, et donc elles vont osciller, et celles qui sont au centre vont osciller beaucoup plus vite que celles qui sont au bord, donc elles vont le rejoindre, et on aura une onde en forme d'anneau, un peu comme lorsqu'on jette un caillou dans un étang, et on a une onde en forme d'anneau qui se forme. Donc c'est ça qui va se produire. Et par exemple, dans la galaxie qu'on appelle roue de charrette, ou Cartwheel Galaxy, c'est en effet ce qui s'est produit. Donc on a ici peut-être même les compagnons qui sont passés à travers, peut-être celui-ci qui est à l'air perturbé et sans doute passé. Et là, on a la cumul de plusieurs longueurs d'onde. Ici, vous voyez qu'on a observé cette galaxie en rayons X avec le satellite Chandra. On a vu que sur l'anneau qui est le lieu de formation d'étoiles, parce qu'il y a beaucoup de gaz qui a été choqué, on a beaucoup de binaires X. Ici, on a une image ultraviolet par un satellite qui s'appelle Galex. On n'a pas du tout le centre, qui sont des vieilles étoiles. Les vieilles étoiles ne rayonnent pas dans l'UV ici. La photo optique du télescope Hubble et la photo d'un satellite infrarouge où on voit la poussière. Donc, il y a de la poussière au milieu, il y a de la poussière au centre qui est chauffée par les étoiles. Alors, en effet, notre voisine Andromède, lorsqu'on la regarde en UV, ultraviolet ici, on voit que le bulbe a disparu. Les plus vieilles étoiles ne voient pas beaucoup en UV. On voit que la galaxie Andromède, quand on la regarde en UV, elle ressemble aussi à un anneau. Ça ressemble un petit peu à la roue de charrette, mais évidemment, elle est très inclinée. Et là, dans la roue de charrette, il y a eu un compagnon qui fait un tiers de la masse de la galaxie, donc il a fait beaucoup de dommages, il a pu faire une onde très contrastée. Dans Andromède, on pense qu'un petit compagnon comme M32, qui est ici, ou le suivant ici, est passé au travers et a formé un anneau. Alors pourquoi on pense qu'il y a aussi un anneau dans Andromède? C'est que lorsqu'on regarde le gaz d'hydrogène moléculaire, le gaz d'hydrogène atomique, on voit que c'est surtout un anneau. On n'a plus le bulbe, puisque le bulbe est formé d'étoiles vieilles, mais pas de gaz.
on voit que le gaz fait un anneau, on voit que le gaz total aussi, que la poussière qui est chauffée est aussi en forme d'anneau, et les synchrotrons, le rayonnement radiosynchrotron, qui est celui des supernovae, en fait, est aussi en forme d'anneau. Tout ça nous dit qu'il est possible que Andromède ait été aussi parcouru par un petit satellite, et récemment, on a découvert un autre deuxième anneau au centre, non seulement le gros anneau à 10 000 ou 30 000 années-lumière, mais aussi un tout petit anneau. Et ce petit anneau n'a pas le même centre que le grand. On a l'impression qu'il y a eu une perturbation ici, et c'est exactement typique d'une collision de plein fouet avec un petit satellite. Alors, le satellite en infrarouge M32 est petit, mais il a été perturbé et épluché par l'interaction. Donc, on pense que cette structure en anneau, alors c'est pas complètement un anneau, vous voyez qu'il y a aussi des bras spiraux. Alors pourquoi? Parce qu'on pense que au départ, hein, si on regarde cette simulation, au départ, la galaxie Andromède était une spirale, évidemment. Donc lorsque le compagnon tombe de plein fouet sur la galaxie, il y a une onde, un petit peu comme le caillou dans la mare, il y a une onde qui se déplace et qui attrape toutes les étoiles dans son voisinage, mais il reste un tout petit peu de la structure spirale qui préexistait. Donc, on a bien un anneau plus un petit peu de structure spirale. S'il n'y avait pas eu de compagnon, hein, on a continué la simulation sans compagnon, on voit qu'il y a toujours la structure spirale ordinaire. Donc, on voit que c'est difficile d'interpréter cette structure, mais elle est formée d'un anneau et d'un petit reste de spirale. Donc, ça nous dit que Andromède a une collision avec peut-être le compagnon M32, avec un temps de 200 millions d'années. Alors cette galaxie Andromède, qui est la galaxie la plus proche dans le groupe local et qui est la plus massive, elle est plus massive que la Voie lactée, elle a une grande extension. Elle a subi beaucoup de collisions avec beaucoup de galaxies, et ce que vous voyez ici, c'est une image faite avec les étoiles de la caméra Megacam, une grosse caméra qui a 64 millions de pixels, un télescope de Canada, France, Hawaï. La caméra a beau être grande, elle est obligée de faire une mosaïque pour avoir toute l'extension d'Andromède. Vous voyez, l'Andromède optique, c'est ça. Et on voit qu'on a des étoiles très loin de la galaxie optique, et on a des queues de marée. Et ça va même jusqu'à M33, Messier 33, qui est une galaxie du triangle, qui paraît très loin. Alors ici, on a dans le petit coin la Lune, qui est toute petite. Et on voit que si on pouvait voir toutes ces étoiles à l'œil nu, on verrait, ça occuperait presque tout le ciel. Donc, on a pu finir un peu la cartographie avec la caméra Megacam. On voit qu'il y a autour d'Andromède d'énormes queues de marée qui montrent qu'elle n'a pas cessé d'être perturbée par beaucoup de compagnons, contrairement à la Voie lactée, qui, son dernier compagnon majeur est tombé il y a 8 milliards d'années. Ici, c'est encore en cours. On a beaucoup de perturbations, d'effets de marée, et c'est pour ça peut-être qu'on a un gros bulbe, car tous les compagnons finissent dans le bulbe finalement. Alors, que va-t-il se passer dans l'interaction de marée avec Andromède? On pense que non seulement il va y avoir une collision avec la Voie lactée, mais aussi avec Messier 33, qui est la galaxie du triangle qui est à côté. Donc, on comprend bien que les galaxies se forment par fusion. Il y a une formation hiérarchique de formation. Alors, selon l'environnement, on peut avoir deux façons de former ces galaxies, soit hiérarchiques, comme je viens de le présenter, c'est-à-dire des petits nuages de gaz qui s'effondrent avec des petites galaxies naines, qui ensuite vont s'effondrer et former des galaxies spirales, qui ensuite, lorsqu'on les fusionne, vont former des elliptiques, une grosse elliptique qui est le résultat final de toute la hiérarchie. Ou alors, quand on est dans des amas de galaxies très denses, dans les amas de la Vierge, dans les amas de Coma, on n'a que des galaxies elliptiques. Et il est possible qu'on forme très très vite des galaxies qui sont tout de suite elliptiques, qui pourraient peut-être encore accréter du gaz des filaments cosmiques pour reformer des spirales, mais on peut renverser la hiérarchie et former peut-être de façon monolithique des galaxies. Donc, tous ces scénarios de formation ont été vérifiés dans les simulations numériques et peuvent se retrouver dans les observations. Alors, pour les dernières 10 minutes qui me restent, ici, je vais aussi vous montrer ce qu'on peut savoir de la matière noire et des trous noirs qui nous aident à faire vivre les galaxies. Alors, ce qu'on pense de la matière noire, en fait,
c'est que la matière noire n'interagit pas avec elle-même, elle n'a pas de dissipation, elle ne rayonne pas d'énergie. Donc on pense que la matière noire est située en halo autour des galaxies, qu'on a représentées ici par une image optique des galaxies. Pourquoi? Parce que pour se concentrer au centre des halos, il faut dissiper l'énergie, rayonner l'énergie, dissiper. Si la matière noire ne rayonne pas, elle ne peut rien dissiper, et donc elle a trop d'énergie pour se concentrer, et la matière noire ne va jamais se concentrer au centre. Donc ce à quoi on s'attendrait, c'est qu'on ait beaucoup de matière ordinaire au centre et la matière noire au bord. Et on sait que dans l'univers, on est dominé par la matière noire. On sait que les contenus, c'est de la matière ordinaire pour 5% et 25% de matière noire. On sait aussi qu'il y a 70% d'énergie noire, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, c'est un autre sujet de notre conférence. Mais quand on regarde le rapport qu'il y a entre matière ordinaire, qui est 5%, sur matière totale, qui est 30%, ça nous donne 17% de matière ordinaire. Eh bien, on ne trouve pas du tout ce pourcentage dans les galaxies. On trouve quelque chose qui est inférieur à 4%. Et ça, c'est un mystère. On ne comprend pas pourquoi toute la matière ordinaire, elle est sortie des galaxies. Alors, le problème, il est représenté par ce diagramme. On a le nombre de galaxies observées en fonction de leur masse. Et tout ce qu'on observe, ce sont les petits points rouges. Et ce qu'on prédirait, ce serait la courbe bleue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de galaxies qui se forment, de petites galaxies, et beaucoup moins de grosses galaxies. Alors, les petites galaxies, on peut expliquer pourquoi ces petites galaxies ne se forment pas, ne forment pas d'étoiles, parce que lorsqu'on a une petite galaxie naine, il suffit qu'il se forme quelques étoiles au début, et les supernovae qui vont se former à la fin de la vie de ces étoiles vont créer des explosions qui vont rejeter tout le gaz, et comme ce sont de toutes petites galaxies, tout le gaz va s'en aller. Donc, on peut l'expliquer. Par contre, ici, ce n'est pas vrai, ce sont des très grosses masses à l'autre bout, et donc les supernovae ne suffisent pas à éjecter tout le gaz. Alors, ce sur quoi on se base pour dire que tout le gaz est parti, eh bien, c'est justement les trous noirs supermassifs qui existent dans chaque galaxie. Alors là, je vous montre un petit peu les simulations numériques de la matière noire, hein, très très grand décalage vers le rouge, près du Big Bang. On voit que les structures commencent à se former, puis les filaments, puis les galaxies, etc. Tout ça se condense. Et ce qu'on trouve à la fin, c'est qu'autour d'une galaxie comme la nôtre, eh bien, on prédit des tas de petites galaxies que l'on ne voit pas. Alors, pourquoi on ne les voit pas? Parce que peut-être que tout le gaz qui a été expulsé par les supernovae fait que la galaxie est noire, donc ce sont des galaxies de matière noire, et on devrait en voir des milliers, on est à 3 ou 4 000 autour de chaque galaxie comme la Voie lactée. Or, des petits satellites autour de la Voie lactée, on en voit une vingtaine, peut-être 25 aujourd'hui, ça dépend de leur masse, mais certainement pas 4 000. Donc, il faut bien que toute la matière ordinaire soit sortie des galaxies. Donc là, on a le coupable, ce sont les supernovae. Et puis, de l'autre côté, on parle des trous noirs. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a un trou noir supermassif dans chaque galaxie. Et on a pu mesurer leur masse avec les étoiles qui tournent autour du trou noir. Et on s'est aperçu que la masse du trou noir, qui est représentée ici verticalement, est proportionnelle à la masse du bulbe de la galaxie. Vous voyez qu'ici, on a une galaxie avec un gros bulbe, par exemple une galaxie elliptique, et il y a un trou noir très gros. Ici, il n'y a pas de bulbe, une galaxie spirale seulement, mais il n'y a pas de trou noir. Une petite bulbe, comme la Voie lactée, par exemple, eh bien, il y a un petit trou noir. Notre Voie lactée a un trou noir central de 4 millions de masses solaires et une galaxie elliptique, comme Messier 87 dans la masse de la Vierge, a 6 milliards de masses solaires comme trou noir. Donc, la masse du trou noir, c'est 0,5% de la masse du bulbe. Alors, comment ces trous noirs vont pouvoir rejeter la masse? On va le voir. Alors, déjà, je voulais présenter un petit peu comment connaît-on le trou noir qui est au centre de la Voie lactée. Eh bien, en regardant en infrarouge les étoiles qui tournent autour. Alors, on a vu au début de la conférence que la Voie lactée avait une taille de 100 000 années-lumière. Ici, on va faire un zoom près du centre de la galaxie et on voit que la taille ici est 1 année-lumière. 1 année-lumière, donc vous voyez qu'on a fait un zoom d'un facteur 100 000. Et puis, on a une image qui est encore une image où on a des taches à cause de la turbulence de l'atmosphère. C'est une image faite avec le télescope géant de l'ESO au Chili, mais grâce à l'optique adaptative qui corrige de la turbulence de l'atmosphère,
on peut voir maintenant les étoiles une à une avec la tâche de diffraction du télescope. Ici, on a 20 jours-lumière, donc on a fait un zoom ici, et on a pu voir chaque étoile une par une. Et donc, quand on a fait ça, on a pu voir une par une en fonction du temps. Ici, vous voyez 1997 et les années 2000 vont passer. Et ces étoiles bougent avec une vitesse de 1000, 2000, même 7000 km par seconde. On a pu retracer leur trajectoire. Elles sont entièrement dominées par la masse du trou noir qu'il y a au centre. Et vous voyez que les trajectoires sont keplériennes, un peu comme le Soleil, avec les planètes autour du Soleil. Et ces trajectoires nous donnent la masse du centre. Et cette masse est de 4 millions de masses solaires. Donc, vous voyez qu'on peut détecter cela. Et puis, on a pu récemment, en 2018, grâce à l'instrument Gravity, qui fait l'interféromètre entre les télescopes de l'ESO, il y a 4 télescopes de 8 mètres de diamètre, eh bien, on a pu voir un sursaut. Alors, ce que vous voyez là, c'est une petite animation de toutes les étoiles qu'il y a au centre. Elles sont encore en train de bouger à cause de la turbulence de l'atmosphère, mais au centre, vous avez le trou noir qui se met tout d'un coup à faire un sursaut de lumière. Le sursaut de lumière, il est dû à la matière qui tourne autour du trou noir. On a pu, avec gravité, avoir énormément de résolution spatiale, 40 micro-arcs secondes, et détecter le mouvement de ce sursaut ici, autour du trou noir. On a pu voir que le trou noir, enfin le gaz qui était autour du trou noir, bougeait à 100 000 km par seconde, donc très proche de la vitesse de la lumière. Donc voilà comment on connaît le trou noir de chaque galaxie, la nôtre par exemple et les autres. Et donc, pour les galaxies, ces trous noirs sont très importants car ils vont rayonner énormément de lumière lorsqu'ils accrètent de la masse et ils vont repousser tout le gaz et vont empêcher les galaxies trop massives de se former. Alors ici, vous avez une simulation numérique d'une interaction entre deux galaxies et tout d'un coup, on a réveillé le trou noir qui avait au centre des galaxies et il s'est mis à rayonner énormément, vous voyez le rayonnement en jaune, et il a éjecté toute la matière ordinaire et on a stoppé la formation d'étoiles qui était en train de faire un sursaut de formation d'étoiles. Tout d'un coup, il n'y a plus de formation d'étoiles. Donc, on explique qu'il n'y a pas de galaxies trop grandes qui forment trop d'étoiles parce que le trou noir au centre réagit et empêche la formation des étoiles. Donc là, maintenant, on a bien compris comment naissaient les étoiles. Au début de l'univers, je vous ai représenté le Big Bang, le gaz très très chaud qui tout d'un coup se concentre en atomes d'hydrogène qui va former les galaxies dès les premiers centaines de millions d'années, alors que l'univers a 13,8 milliards d'années. Donc je conclurai en disant qu'on commence à comprendre un peu comment les galaxies naissent, déjà quelques millions d'années, c'est-à-dire 5 à 10% de l'âge de l'univers, les premières galaxies se forment, et puis ensuite elles commencent à accréter de la masse des filaments, elles commencent à fusionner entre elles pour former des galaxies de plus en plus massives, mais il se forme encore des galaxies aujourd'hui, des petites galaxies. En fin de chaîne, on va avoir des grandes fusions de galaxies spirales qui vont former des galaxies elliptiques, et les galaxies elliptiques vont être beaucoup plus présentes dans les amas de galaxies, parce qu'il y a beaucoup plus de collisions dans les amas que dans les vides et dans les filaments loin des amas. Et ces galaxies qui ont épuisé tout leur gaz sont des galaxies mortes, car il n'y a que des vieilles étoiles, il n'y a plus assez de gaz pour former des jeunes étoiles. Donc, on comprend un peu comment vivent les galaxies. Par contre, il y a énormément de problèmes non résolus, car on a toujours cette matière noire dont on ne sait pas ce que c'est. Donc, je vais m'arrêter là et je vais essayer de prendre des questions, si vous avez des questions. En attendant l'arrivée de Patricia qui devait relayer les questions, mais je pense qu'elle ne doit pas être très loin, je peux commencer à vous en poser quelques-unes. Elles sont nombreuses en tout cas sur notre chat. Et la première venait de Stéphanie en France et qui nous demandait quelle force, contraire à la gravitation, conduit à l'expansion de l'univers. Alors l'expansion de l'univers, c'est aussi la gravitation. C'est aussi la gravitation. L'expansion de l'univers vient de la relativité générale. Alors, la relativité générale a été calculée par Einstein en 1915. Il a montré que la gravité, ce n'était pas une force comme les autres, comme l'électromagnétisme, les forces électriques par exemple, mais c'est une déformation de l'espace. Donc, chaque corps massif, comme le Soleil par exemple, déforme l'espace autour de lui, et donc tous les éléments, comme même la lumière, passe est dévié par le Soleil parce qu'il suit les lignes de plus grande pente et il est dévié.
Et lorsqu'il a écrit ces équations de relativité générale, il a montré que finalement, il n'y avait que 2 solutions pour l'univers. Quand on applique cette solution, enfin cette équation d'Einstein, qu'est-ce que c'est l'équation d'Einstein? C'est une équation qui relie la géométrie de l'univers, donc la forme de l'espace, à la quantité de matière et d'énergie qu'il y a dans l'espace. Donc, quand on essaie de résoudre cette équation, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a que 2 possibilités, soit l'espace est en expansion, soit il est en contraction. Mais il n'y a pas d'espace statique, ça n'existe pas. Donc, c'est grâce à la gravité qu'on peut montrer que rien n'est statique, tout bouge, et nous sommes dans un univers en expansion, et même en expansion accélérée, due à l'énergie noire dont j'ai mentionné, mais on n'est pas du tout dans un univers qui se contracte, qui aurait un big crunch. On n'est pas du tout dans cet univers-là, on est dans un univers en expansion qui va, en accélérant de plus en plus, qui va être une expansion exponentielle. Merci beaucoup. Désolée pour ce petit souci. Alors, une autre question donc de Gérard Guillon qui écrit donc de France. Les galaxies tournent-elles dans le même sens? Ah, ça c'est très intéressant. En fait, c'est complètement dans les sens complètement opposés, enfin, aléatoires, je dirais. Donc, il y a tous les sens sont là. Donc, aucun sens n'est privilégié. Il y a peut-être, lorsque 2 galaxies arrivent, elles vont s'aligner les unes des autres par l'effet de la gravité. Donc, elles vont peut-être tendre à s'aligner, mais lorsqu'elles sont loin, elles tournent dans des sens complètement aléatoires, au hasard. Tous les sens sont privilégiés. Alors, une autre question de Lorena qui écrit d'Espagne. Les galaxies avec des barres sont-elles plus anciennes que les galaxies avec spirale homogène? Non, en fait, non. Les barres sont des ondes de densité qui se propagent dans la galaxie. La spirale aussi est une onde de densité, ce ne sont pas des bras matériels. Les étoiles rentrent dans le bras et puis en sortent. Donc, c'est comme des ondes. Et ces ondes, elles vont et viennent. Donc, toute galaxie a pu passer par l'étage barré. En fait, lorsqu'il y a beaucoup de gaz, le gaz va se projeter vers le centre et va détruire la barre. Et puis, la barre va se reformer. Donc, c'est plutôt que la barre va se retrouver dans les galaxies à certains moments. 2 tiers de sa vie, une galaxie sera barrée, et 1 tiers de sa vie, elle ne sera pas barrée. Mais ça va et vient. Donc, il n'y a pas d'âge précisément. Par contre, les barres sont formées d'étoiles plus vieilles en général, en effet, parce que le gaz est plutôt dans la spirale et les étoiles jeunes se forment dans le gaz, donc plutôt dans la spirale. Donc, on voit les spirales bleues et les barres rouges. Mais dans chaque galaxie, il y a des vieilles étoiles et des jeunes étoiles. Lorsqu'on forme la barre, elle va piéger les vieilles étoiles. C'est pour ça que les barres apparaissent plus vieilles, mais c'est juste momentané. Entendu. Alors, une question d'un jeune homme, Kélian, 10 ans, qui habite en France et qui est un de nos adhérents de l'école de musique. Alors, les galaxies avec quasars disparaissent-elles plus vite? Que se passe-t-il si une galaxie classique passe au travers d'une galaxie avec quasars? Alors, un quasar, c'est une galaxie comme une autre, en fait. Un quasar, c'est le noyau d'une galaxie qui est un trou noir. Hein. Chaque galaxie a son trou noir. Lorsque le trou noir accrète beaucoup de gaz, il mange beaucoup de gaz, le gaz tombe sur un trou noir massif et ça donne énormément d'énergie. C'est un petit peu comme une chute d'eau d'un barrage. On a de l'énergie en bas de la chute d'eau, mais la chute d'eau est très faible comme gravité. Toute faible. Lorsqu'on est près d'un trou noir, la gravité est très puissante. Donc, ça nous fait énormément d'énergie. Et donc, lorsque le trou noir central accrète beaucoup de gaz, il peut rayonner 1000 fois plus que toute la galaxie entière. Donc, on a l'impression qu'il n'y a que le quasar. On ne voit même plus la galaxie tellement on est ébloui par le quasar. Et le quasar, ce n'est que le noyau de la galaxie. Or, cette étape quasar ne dure que 40 millions d'années, 40 ou 100 millions d'années, ce qui est petit au vu de la vie de la galaxie qui est 13 milliards d'années. Donc, un quasar, tout le monde passera dans l'étape quasar aussi. Donc, toutes les galaxies vont passer par cette étape, puisqu'il faut qu'elles croissent leur trou noir. Leur trou noir va croître en masse, et c'est en accrétant de la masse que le trou noir va croître. Donc, si on voit des trous noirs massifs dans chaque galaxie, il a bien fallu qu'à un moment, chaque galaxie soit un quasar pour qu'elle accrète du gaz et augmente la masse de son trou noir. Donc, toutes les galaxies vont passer par le stade quasar
plus ou moins forts, hein, il y a des petits quasars, des gros, mais enfin, elles vont toutes passer par ce stade, mais ça ne dure que 40 ou 100 millions d'années. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus de gaz qui est au voisinage du trou noir, et la galaxie, elle est comme la nôtre, c'est-à-dire calme. Le trou noir est en train de jeûner, il n'a pas de repas à manger, donc il n'y a pas de quasar. D'accord. Alors, Georges Yi, qui écrit du Canada, pensez-vous que la matière noire soit indispensable finalement à la stabilité d'une galaxie? Ah, c'est une bonne question parce que, en effet, dans les années 70, certains astronomes avaient émis l'idée qu'une galaxie ne serait pas stable sans matière noire. Et en effet, quand on regarde les galaxies spirales, la matière noire stabilise un petit peu la galaxie. Mais on s'est aperçu aussi, parce que maintenant, on s'interroge beaucoup sur cette matière noire, et est-ce qu'elle existe vraiment, puisqu'on n'a toujours pas trouvé la particule, et certains modifient un petit peu la gravité pour prendre en compte cette matière noire. Et finalement, sans matière noire, les galaxies sont aussi très stables. Donc finalement, elles ne sont pas complètement nécessaires. Elles stabilisent un peu les galaxies, mais elles ne sont pas complètement nécessaires pour la stabiliser. On n'en a peut-être pas besoin pour la stabilité de la galaxie. D'accord. Alors, Wilfried Bergeret, qui écrit de France, pensez-vous que la matière noire soit indispensable? Ah ben pardon, non, je viens de la lire, excusez-moi. Non, c'est Georges qui écrit, pourquoi y a-t-il un trou noir au centre d'une galaxie? Est-ce que c'est dangereux? Ce n'est pas dangereux du tout, je vous rassure tout de suite, parce que le trou noir, il a une très petit rayon d'action. Le trou noir, on a vu, il faisait 0,5% de la masse du bulbe. Vous savez, la masse du bulbe des étoiles. Donc, au centre de la galaxie, il y a un bulbe d'étoiles. Et dès qu'on se déplace à une tête d'épingle du trou noir, qui est un point, hein, eh bien, on est sensible plutôt à la masse des étoiles du bulbe, qui est 1000 fois plus massif, en fait. Hein. Donc, dès qu'on s'éloigne du trou noir, on voit la masse des étoiles du bulbe, on ne voit plus la masse du trou noir, qui est négligeable. Donc, le rayon d'action du trou noir est tout petit. Il faut vraiment s'approcher pour tomber dedans. Donc, ce n'est pas vraiment dangereux. Enfin, il y a quelques étoiles qui tombent dedans et du gaz aussi. Mais c'est vraiment tout petit. Et donc, quelle était la question en fait? Si c'était dangereux, mais il y avait aussi une autre question, j'ai oublié. Je crois que c'était… Oui, pourquoi il y a un trou noir dans chaque galaxie? Voilà. Et en fait, on pense qu'au début, il y a des trous noirs se forment ailleurs qu'au centre de la galaxie. Dans les amas globulaires, par exemple, ils se forment par des petits trous noirs, c'est-à-dire la fin de la vie d'une étoile qui explose en supernovae. Si le résidu est plus grand que 3 fois la masse du Soleil, à ce moment-là, il y a une implosion, il y a trop de gravité et le résidu de l'étoile s'effondre en trou noir, une singularité. Donc, on sait comment se forment les trous noirs de masse stellaire. Et dans les amas d'étoiles, qui sont de 100 000 étoiles dans une année-lumière, c'est beaucoup d'étoiles, il y a tellement de collisions entre étoiles que tous ces trous noirs vont collisionner et former des trous noirs de plus en plus massifs. Et lorsqu'on a atteint 100, 200, 300 masses solaires, à ce moment-là, les trous noirs sont assez massifs pour être, par friction dynamique, par viscosité, ils vont lentement spiraler et tomber vers le centre. Et donc après, c'est là qu'ils se rejoignent tous et ils fusionnent et forment un gros trou noir. Donc quand il y a un trou noir supermassif, il n'y en a qu'un et il est au centre de la galaxie. D'accord. Alors, une autre question d'une jeune fille, Aurine, France, 10 ans. Est-ce qu'il y a des étoiles en dehors des galaxies? Oui, il y a des étoiles en dehors des galaxies. Alors, on a vu déjà que lorsque les galaxies étaient en interaction, il y avait des bras de marée qui étaient éjectés, donc des étoiles éjectées. Et puis, lorsqu'on a un petit groupe de galaxies, par exemple le groupe de Stéphan avec un quintet, là, 5 galaxies, eh bien, il y a énormément d'étoiles qui sont éjectées et puis aussi du gaz. Et le gaz est choqué et forme des étoiles à l'extérieur de la galaxie. Donc, on a des étoiles qui sont formées dans les galaxies qui sont ensuite éjectées, mais on a aussi des étoiles qui se forment en dehors. Donc, il y a des étoiles en dehors. Alors, une autre question de Jean-Claude Firmeau. Puisqu'on ne peut remonter qu'à 380 000 ans après le Big Bang, avec l'apparition des photons, pourra-t-on un jour savoir ce qui a déclenché le Big Bang? Ah, ça c'est une grande question et en effet, on s'y penche. On a des théories.
On ne sait pas si elle est encore vérifiée. On a des théories et on pense que le Big Bang, en tout cas au début, la première seconde, même 10-32 secondes, la théorie qui a le plus d'adeptes aujourd'hui, c'est la théorie de l'inflation, c'est-à-dire que nous avons un espace qui est vide, qui contient de l'énergie du vide quantique, parce qu'on sait qu'en mécanique quantique, le vide n'est pas complètement vide, il y a de l'énergie, des fluctuations d'énergie. Grâce à la relation d'incertitude d'Heisenberg, on est obligé d'avoir des fluctuations d'énergie. Et ces fluctuations d'énergie, par inflation, elles sont amenées de la taille quantique, microscopique, à la taille macroscopique. Elles deviennent de l'ordre d'un centimètre, au lieu d'être de 10-35 cm, si vous voulez. Et donc, ces fluctuations-là, on pense que ce sont ces fluctuations qui sont à l'origine des fluctuations de matière que l'on voit ensuite dans les photons, justement à 380 000 ans après le Big Bang. Alors, cette inflation, donc, des fluctuations et la matière est née des fluctuations quantiques du vide, eh bien, on ne pourra le vérifier que lorsqu'on aura les ondes gravitationnelles primordiales. Alors, cette inflation crée des ondes d'espace. Les ondes gravitationnelles, c'est l'espace qui bouge, les dilatations d'espace qui se propagent. Et évidemment, cette inflation a créé beaucoup de perturbations de l'espace qui a des ondes gravitationnelles primordiales. Et celles-ci, on a pensé qu'on avait peut-être détecté, mais c'était une erreur. Mais on va s'y replonger. Et lorsqu'on les aura détectées, on aura confirmé l'inflation. Et c'est ça l'origine du Big Bang. D'accord. Alors, Viviane Masset de France, une fusion entre la Voie lactée et Andromède aurait-elle une conséquence pour nous humains? Alors, c'est dans très longtemps. Dans très longtemps. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que la Terre sera encore là, en tout cas. Parce qu'on pourrait dire, est-ce que la Terre serait là? Parce qu'on sait que le Soleil, la fin de vie du Soleil dans 4 milliards d'années, lui, il va être à court de combustible. Et son enveloppe va grossir, ça va devenir une géante rouge. Et la géante rouge va avaler Mercure, Vénus, la Terre. La Terre va être complètement dans le Soleil et donc va être complètement détruite. Mais ça, c'est dans 4 milliards d'années. Donc la collision avec Andromède aura lieu avant. Et en effet, s'il reste quelqu'un sur Terre à ce moment-là, on pourrait voir ce qui se passe. Et alors, ce qui se passe ne va pas être du tout destructeur pour le système solaire, qui va être complètement resté comme il est. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est un petit peu l'image que je montrais là, Andromède, qui, au lieu de voir la Voie lactée, vous verrez Andromède très proche. Et puis peut-être qu'un bras de marée va prendre le Soleil et va apporter le Soleil un petit peu au-dessus de la galaxie. Mais tout ça, ça va prendre 200 millions d'années. Donc on a le temps de voir, ça va être assez doux en quelque sorte à cette échelle-là. Et il est possible que le Soleil se retrouve au-dessus de la galaxie avec son bras de marée. Mais les planètes tourneront toujours autour du Soleil de la même façon. D'accord. Alors, Noël Muret, donc de France, quel est l'état actuel des travaux mathématiques de correction des perturbations de l'atmosphère grâce auxquels on peut limiter les coûts de positionnement de satellites d'exploration de l'univers dans l'espace en faveur de stations terrestres? Alors, vous voulez avoir des grandes précisions pour envoyer des satellites. Je n'ai pas bien compris la question. Si vous voulez envoyer des satellites, donc on a énormément de précisions mathématiques. Ça, c'est clair. On sait envoyer, par exemple, des missions non seulement sur Mars, qui est tout proche, mais on a envoyé des satellites sur Jupiter, qui est beaucoup plus loin. C'est 1 milliard de kilomètres. Alors, on a envoyé des satellites autour du Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Mais on a envoyé aussi sur Jupiter des milliards de kilomètres. Donc, on sait très bien calculer, en effet, dans le système solaire, la trajectoire des satellites qu'on envoie. Et on sait utiliser aussi l'effet de fronde, c'est-à-dire quand ils partent de la Terre, on les fait tourner autour de Vénus pour avoir un effet de fronde. Ils repassent près de la Terre et ils sont accélérés par le passage près de la Terre pour aller jusqu'à Jupiter. C'est énorme, ça. Il faut se rendre compte qu'on met des jours et des jours avant d'atteindre Jupiter. Quand on va dans la station spatiale, on l'appelle la station spatiale, et en effet, c'est formidable. On sait que Thomas Pesquet va dans la station spatiale, on a des astronomes. Il faut s'imaginer qu'ils ne sont qu'à 200 km. C'est-à-dire qu'ils sont qu'à la distance Paris-Bruxelles, en fait. Ils ne sont pas très loin. Quand on envoie des satellites sur Jupiter, c'est 1 milliard de kilomètres.
Et ça, on sait le faire. Donc, c'est remarquable. La science des satellites est remarquable. Et on va bientôt envoyer un satellite qui s'appelle JUICE sur Jupiter pour justement explorer les lunes glacées de Jupiter. Il y a Europa, Ganymède. On s'est aperçu dans les précédentes missions qu'elles étaient recouvertes de glace. On s'est aperçu qu'il y avait des geysers d'eau qui sortaient de la glace. On pense qu'il y a peut-être la vie dans l'eau sous la glace et on voudrait avoir, donc en 2022, donc l'an prochain, on va lancer ce satellite JUICE vers Jupiter et on va explorer les satellites glacés. Alors, Louis de France, est-ce que deux trous noirs supermassifs peuvent fusionner? Oui, oui, bien sûr. Et on pense qu'on va pouvoir le détecter. Alors, elles fusionnent à chaque fois qu'il y a une fusion de deux galaxies. Comme il y a un trou noir supermassif dans chaque galaxie, les trous noirs vont spiraler et vont fusionner. Et on sait qu'en 2015, on a pu détecter pour la première fois des ondes gravitationnelles. Et les ondes gravitationnelles, c'est la perturbation de l'espace qui se propage lorsqu'il y a une fusion de deux trous noirs. Et on a pu détecter la fusion de trous noirs de masse stellaire, parce qu'ils fusionnent très vite, parfois en 1 minute, parfois en quelques secondes, et on peut détecter la fusion, les derniers moments de fusion. On en a maintenant des centaines détectés déjà, bien que ce soit très difficile, et ces fusions de trous noirs elles nous proviennent de 135 millions d'années-lumière. C'est fantastique, le chemin parcouru par ces ondes gravitationnelles. Pour l'instant, on n'a pas encore d'instruments pour détecter les fusions de trous noirs supermassifs, parce que ça va être très lent. La longueur d'onde de l'espace est beaucoup plus grande. Donc pour l'instant, on a des longueurs d'onde de 4000 km. C'est pour ça qu'on peut le faire sur Terre avec des instruments comme LIGO, Virgo. Mais on va bientôt lancer un satellite, LISA, qui va être plusieurs satellites, en fait, qui vont être distants de 4 millions de kilomètres. Et donc, on va pouvoir peut-être détecter des ondes qui auront des millions de kilomètres de longueur d'onde. Et pour les trous noirs très supermassifs, ce sera des années-lumière de longueur d'onde. Et là, on pourra le détecter avec des pulsars. En fait, les pulsars, c'est des étoiles à neutrons qui tournent très vite. Il y en a qui tournent 1000 fois par seconde. Et donc, la période est très, très précise. Et en regardant des pulsars à divers endroits, on pourra avoir une déformation de l'espace et on pourra mesurer la fusion de tous ces trous noirs supermassifs. Donc, c'est dans le futur. Aujourd'hui, on a les fusions de petits trous noirs, mais pour les gros trous noirs, ce sera dans plusieurs années. Alors, Sébastien d'Angelo qui nous écrit de France. Bonsoir, un trou noir peut-il disparaître? Et si oui, par quel mécanisme? Oui, alors c'est les mécanismes de Stephen Hawking. Dans les années 70, il a découvert que les petits trous noirs pouvaient s'évaporer. Et seulement les petits qui sont bien inférieurs à une masse du Soleil. Alors, ils peuvent s'évaporer parce qu'ils sont une température de surface. La température de surface est d'autant plus grande que le trou noir est de petite masse. Donc, évidemment, les gros trous noirs sont très froids et ne peuvent pas s'évaporer. Par contre, les petits trous noirs peuvent s'évaporer. Alors, comment ils s'évaporent? Eh bien, il y a près du trou noir, le champ de gravité est très, très fort. Il y a une fluctuation du vide, de mécanique quantique. Et donc, on peut former, en un très petit moment, on peut former une particule matière-antimatière. Donc, il y a une particule matière qui s'en va. L'antimatière est accrétée par le trou noir. Et peu à peu, le trou noir a perdu toute sa matière puisqu'il a avalé toute l'antimatière. Donc, on a évaporé le trou noir par ce mécanisme, mais ce n'est que les tout petits trous noirs. D'accord. Alors, Vinayaga, qui nous écrit de France, la formation des galaxies est-elle seulement le fruit du hasard? Un petit peu, oui, on peut dire, mais c'est surtout les fluctuations originales que l'on a mesurées, parce qu'on a pu voir, on est allé près du Big Bang, on a pu voir la fluctuation des photons. Au début, l'univers est très, très homogène, et les fluctuations sont que de 1 pour 100 000. C'est-à-dire le contraste de densité, c'est 1 100 millième. C'est de petits contrastes de densité. Et puis, peu à peu, ces petits contrastes vont se condenser et les galaxies vont se former dans les contrastes, en fait. Les contrastes vont s'effondrer. Tout le reste va s'expanser, au contraire. Donc, on aura des vides de plus en plus vides et puis les filaments de plus en plus denses. Et les galaxies vont se former dans les filaments, mais un peu au hasard. D'accord. Alors,
il y a beaucoup de questions et on va en poser encore 2. Mais vraiment, merci beaucoup pour toutes vos questions. C'est formidable. Alors, Roberta d'Italie, quels seront les prochains grands projets et défis menés par la France et l'Europe pour poursuivre la découverte de l'univers? Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de satellites qui vont être lancés déjà en 2022. J'ai déjà parlé pour le système solaire de JUICE. On a vu pour Mars tous les robots qui ont été lancés, c'est assez fantastique. Et puis plus loin, on a des gros problèmes de contenu de l'univers. On a vu que 95% étaient faits de matière noire, d'énergie noire. On ne sait toujours pas ce que c'est. Donc, on va lancer en 2022 aussi un satellite européen qui s'appelle Euclide et qui est un télescope spatial, un peu comme le télescope Hubble, mais qui va observer en infrarouge et en optique tout le ciel, alors que le télescope spatial avait juste des champs profonds, des tout petits champs. Il n'a pas fait du tout le ciel. Là, on va observer tout le ciel. On va pouvoir détecter des milliards d'objets. On va pouvoir détecter des milliards de galaxies avec le spectre, c'est-à-dire à la distance. Et donc, avec toute cette statistique de galaxies, on va pouvoir savoir plus précisément quelle est la dynamique de l'énergie noire et de la matière noire. Et donc, c'est un des principaux défis que l'on va faire en 2022. Il y en a d'autres aussi. En 2021, on va lancer le James Webb télescope, qui est un peu le successeur de Hubble, qui est en train de perdre un peu tous ses gyros, etc. Et donc, ça, c'est un télescope qu'on attend depuis longtemps. Il aurait déjà dû être lancé ces dernières années, mais maintenant, c'est cette année. Et c'est un télescope de 8 mètres dans l'espace qui va être lancé et qui va être lancé au point de Lagrange, donc très loin. Et ça va être superbe pour observer les galaxies, les premières galaxies qui se forment très près du Big Bang. D'accord. Alors, la dernière question, alors de Verschind Schroff, donc de l'Inde, qu'est-ce qui vous a attiré pour étudier en fait les galaxies en premier lieu? Quelle a été votre motivation première? Alors, ma motivation première, au début, c'était la cosmologie, surtout, comment se forment les structures, comment se sont formées même la matière, parce qu'au début, on ne sait toujours pas pourquoi il y a plus de matière que d'antimatière, par exemple, dans l'univers, et on n'a toujours pas trouvé s'il y avait une asymétrie dans les accélérateurs. Il y a une parfaite symétrie entre la matière et l'antimatière. Et donc, au début, moi, j'ai travaillé sur ce sujet-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait avoir un univers symétrique avec des galaxies d'un côté, les antigalaxies de l'autre, et on a vu que ça ne marchait pas. Et donc, on est obligé de supposer qu'il y a un petit excès d'1 milliardième de matière sur l'antimatière pour expliquer pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc, c'est déjà une grande question, et c'est ça qui m'avait attiré sur la formation de l'univers, la formation des galaxies, et puis peu à peu, en observant ces galaxies qui sont quand même des formidables objets, on les voit interagir, on les voit former des queues de marée, on les voit former des étoiles, et ça a été vraiment tout un sujet de recherche passionnant. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, puis merci à tous les auditeurs d'avoir posé autant de questions. Franchement, c'est rare d'avoir autant de questions. Merci beaucoup. C'est formidable. Et merci aussi pour vos vidéos qui étaient très claires sur la formation des galaxies, etc., ce qui permet de vraiment bien comprendre et visualiser ce que vous dites, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on va annoncer les prochains événements. Donc, le prochain événement, c'est la semaine prochaine déjà. Alors, ça sera le mardi 13 avril à 18h30. Donc, c'est Dominique Garcia qui est archéologue lui-même et qui est président de l'INRAP qui viendra parler des grandes découvertes de l'archéologie préventive en France. Alors, ça sera organisé avec l'Union Rempart. Et c'est à l'occasion aussi de la Journée internationale des monuments et des sites qui est célébrée chaque année le 18 avril. Voilà. Et donc, on s'éloigne un peu de France pour l'événement suivant, puisque on fera le lien on découvrira l'œuvre de Panaïtis Strati, auteur roumain, par le biais de la romancière Linda Lay, qui a à cœur toujours de faire redécouvrir l'œuvre surprenante et passionnante de Panaïtis Strati. Donc, c'est en collaboration avec l'Institut français en Roumanie également.
Et l'événement qui clôturera notre programmation du mois nous transporte dans l'océan Indien avec une rencontre avec Ananda Devi, voilà, pour l'île Maurice. Donc, c'est également en partenariat avec l'Institut français de l'île Maurice, mais également les alliances françaises à Madagascar, où Gad Ben Salem se trouvera le 27 avril en direct de l'Alliance française d'Annecy Rabais. Donc, ça sera un événement exceptionnel et vraiment l'occasion de découvrir l'œuvre d'Ananda Devi ou de redécouvrir l'œuvre d'Ananda Devi à travers aussi Gad Ben Salem, qui est un slammer qui vit entre Madagascar et La Réunion. Donc, je pense que ça devrait être passionnant. Donc, rendez-vous pour la suite de nos événements. Pour vous inscrire, vous avez le lien sur le site de l'Alliance française et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.